Certains sont prêts à tout pour voler. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas programmé pour cela. On ne sait jamais comment ça va se passer. Cette fois-ci, ça a été dur. C'est sans doute une chance que ça me soit arrivé avant que je me tue. Allons rejoindre quelques amis sur la terre ferme. Tout de suite dans l'émission. On n'a jamais vu une telle série d'accidents. C'est de loin la pire période de ma vie. Et il ne faut pas perdre de vue qu'ils avancent à la vitesse de 2 terrains de foot par seconde quand ils atteignent la ligne d'arrivée. Il y a quelques années, à Memphis Park, Tony Schumacher est monté dans sa voiture comme il l'aurait fait pour n'importe quelle course de dragster. Ni lui, ni son rival Gary Scelzi n'imaginaient que celle-ci deviendrait mythique. Quand on veut battre un type, tous les moyens sont bons. Et entre nous, ça ne rigolait pas, on ne s'aimait pas du tout. C'était la prise de bec permanente, on s'insultait. Parfois on en venait aux mains. C'est ça la course. Et ça ne dure que 4 secondes. C'est très confus. Il faut beaucoup de concentration. Parfois, il faut même se glisser dans la peau de l'autre. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de faire ça. Galvanisés par la rage de vaincre, les deux pilotes se lancent dans la course. Schumacher passe devant. La voiture de Tony est sortie de la piste. L'heure est grave au Motorsport Park de Memphis. On est totalement impuissant. On avance entre 450 et 500 km/h et quand une voiture se brise en deux, ou s'il y a une sortie de piste, on ne peut rien faire, si ce n'est replier ses bras. On roulait côte à côte, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais les gaz ouverts à fond. À ce moment-là, des débris ont volé vers moi. Je savais que ça ne venait pas de ma voiture. Je suis sorti du dragster et je ne voyais Tony nulle part. J'ai couru jusqu'au garde-fou où tout se trouvait. Il ne restait de la voiture de Tony que le compartiment conducteur. J'ai regardé et j'ai aperçu Tony inanimé dans sa voiture. Ça m'a retourné l'estomac. J'ai pensé que nous l'avions perdu. Une seconde avant, on était concurrents, et une seconde après, l'un de nous deux était mort. Je crois que ça a transformé notre relation. Tout ça rendait ridicule nos petits jeux, notre rivalité, ça ne comptait plus. Lors de ce monstrueux accident, Tony s'est cassé la jambe et a subi un grave traumatisme crânien. Est-ce que ça m'a fait renoncer à la course? Pas du tout. Je ne fais pas ça pour l'argent ni pour le trophée. Je le fais parce que j'adore conduire une voiture de course. Vous ne le croyez pas? 2 semaines plus tard, il remontait dans sa voiture de course avec sa jambe cassée et quelques séquelles. À Knoxville, dans le Tennessee, les courses automobiles sont torrides. Et ça l'est encore plus avec Steve Brazil en seconde position sur l'extérieur de la piste. Son réservoir explose. La voiture fait plusieurs tonneaux. Et le plus inquiétant, c'est que Brazil ne parvient pas à échapper au brasier. Pour sortir de la voiture, il est nécessaire d'enlever le volant. Mais pour une raison inconnue, il n'y arrive pas. Les secours arrivent, mais il reste coincé. Quand la voiture a fait des tonneaux, Brazil s'est cassé le poignet. Ça explique qu'il a eu tant de mal à ôter le volant et à sortir de l'habitacle. Le temps presse, il est cerné par les flammes. Il parvient à s'extraire des flammes au bout de 55 secondes. Il ne souffre que de légères brûlures.
Vous l'apercevez maintenant hors de la voiture. Applaudissons Steve Brésil et les pompiers. Comme nous l'avons vu, un pompier a sauté dans les flammes pour aider Brésil à sortir. Vous pourriez croire que ces gars-là sont en train de construire une voiture. Mais c'est le contraire. Ils la démontent. Ils enlèvent tout ce qui dépasse et qui risquerait de se détacher dans les airs. Vous avez bien entendu, les pièces qui risqueraient de se détacher dans les airs. C'est à la fois du saut en chute libre, de la conduite et de la folie. Et c'est incroyablement imaginatif et dangereux. En effet, si quelque chose se détache, les parachutistes seront en danger de mort. Pour preuve, ces images. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Les réactions de la voiture sont imprévisibles et cette fois-ci, ça a été très dangereux. Oui, le capot s'est détaché. Et la portière s'est ouverte et ça nous a fichu la frousse à cause des rebords tranchants. On risquait de se faire toucher, d'être blessé. Et quand la voiture touche le sol, mieux vaut ne pas se trouver en dessous. C'est particulièrement délicat. On organise tout très soigneusement. L'objectif est d'offrir aux gens une occasion d'exercer leur imagination. On pense à des trucs rigolos qu'on pourrait faire. L'étape suivante consiste à savoir comment limiter le danger. Mais ça ne se discute pas. Ce qu'on a fait aujourd'hui implique d'énormes risques, bien sûr. Aujourd'hui, ils vont réaliser un nouveau saut. Ce qui suit prouve combien ce type d'acrobatie peut se révéler imprévisible. La voiture est venue heurter l'un des parachutistes. On y va et on se lance. Mais tout était bien préparé, c'est légal. Simplement, tout le monde n'a pas les capacités requises pour ça. Par chance, le parachutiste a été capable de retenir le véhicule, ce qu'il fallait pour amortir le choc. En fin de compte, tous les parachutistes ont atterri sains et saufs. On ne peut pas en dire autant de la voiture. Voici une activité qui semble de loin beaucoup plus paisible. Il s'agit de parapente dans le Colorado. Cette acrobatie a été filmée pour un spot publicitaire. Rich Hopkins maîtrise la situation. Je devais voler avec le parapente, atterrir à côté de mon collègue et commencer mon intervention. Mais au moment où j'allais atterrir, j'ai été pris dans un courant horizontal. Il y avait un petit ravin au-dessus duquel je me suis mis à tournoyer. J'ai perdu immédiatement 6 à 9 mètres d'altitude. Sur le film, on voit bien que je lutte. J'étais allongé, je regardais le ciel. C'était génial, ça voulait dire que je n'étais pas mort. En bon guerrier, Rich se relève et déclare que tout va bien. Hélas, ce n'est pas le cas. Je suis retourné au vestiaire, j'ai enlevé ma botte et j'ai constaté que ma cheville était méconnaissable. Je la regardais, je la voyais enfler, devenir toute violette. On se serait cru dans un film d'horreur. Vous voyez ces barrières là? Eh bien, je m'étais presque empalé sur l'une d'elles. Vous le voyez dans le film, il y a un bout qui dépasse. Si je l'avais heurté de plein fouet, il me serait rentré dedans. On ne serait pas en train de parler à l'heure qu'il est. Malgré sa cheville cassée, Rich Hopkins a donc eu beaucoup de chance. Johnny West affronte Chuck Etchells dans la finale de la course de dragster nationale d'Englishtown dans le New Jersey. Dans ce sport, en cas de problème, ça va si vite que même les plus doués n'ont pas le temps de réagir.
la voiture de West heurte le mur. Puis son véhicule continue à rouler sur la piste. La foule ignore encore qu'une catastrophe se prépare. Johnny West a perdu conscience et cette course pourrait bien lui coûter la vie. J'étais complètement sonné. J'avais un bras cassé, des côtes cassées. J'étais mal en point, traumatisme crânien et d'autres séquelles. Et puis je n'étais plus très conscient. Ils m'ont demandé mon nom, mon numéro de sécu. Tout ça, je n'avais pas oublié. C'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. En revanche, je n'avais pas le moindre souvenir de ce qui venait de se passer. J'ai un tuyau de carburant à haute pression qui s'est rompu. Je me suis retrouvé avec du carburant sous le pneu arrière droit. Du coup, la roue s'est mise à patiner, la voiture a dévié de sa trajectoire et j'ai heurté le mur. La raison qui fait que je ne suis pas mort, il n'y a pas d'explication à ça. J'ai heurté le mur, premier choc. On en a vu de moins violents tuer d'autres pilotes. Pourquoi ça n'a pas pris feu puisqu'il y avait encore du carburant dans la voiture? Elle a continué à rouler, ça ne s'explique pas. Puis il y a eu un nouveau choc à la fin de la course. Dans une telle situation, on est spectateur et on ne comprend pas. On dit que les gens ivres qui ont un accident mortel sont tellement assommés et inhibés par l'alcool que ça les sauve. Mais moi, j'étais totalement dans la course. Et c'est sans doute la seule chose qui m'ait sauvé. Nul ne peut jamais savoir ce que lui réserve le destin. Le fleuve Chattooga, en Caroline du Nord, a deux rapides impressionnants, le Jawbone et le Sock and Dog. Rod Baird a descendu les deux, mais pas exactement comme il l'avait prévu. La plupart d'entre nous ont supposé que j'avais choisi ma trajectoire, même si c'est sans doute plus adapté pour un canoë que pour un kayak. Malheureusement, ce jour-là, la rivière est très puissante et me retourne, me fait faire un tête à queue et finit par me coincer sous ce rocher, à l'envers et en marche arrière. Quand il voit ce qui se passe, l'un des kayakistes grimpe sur le rocher, tandis que l'autre est appelé à la rescousse. Un autre kayakiste, Travis Buck, a sauté dans le rapide. Cet inconnu a accepté de faire le sacrifice ultime. Il a risqué sa vie pour sauver la mienne. Il essaie de libérer le kayak avec son pied. Comme ça ne marche pas, il le pousse avec sa main. Et ça marche. Le bateau et moi sommes alors passés sous le rocher et avons été précipités vers le deuxième rapide. Le problème, c'est que plus de 5 minutes se sont écoulées entre le moment où Baird s'est retrouvé sous l'eau et celui où il a été libéré. Sortez sa tête! Que les images ne vous trompent pas. S'il pouvait, il le retournerait. Mais Baird s'est transformé en poids mort et ne peut être retourné. Pendant ce temps, ils sont emportés vers le rapide suivant, le Sock and Dog. Le rapide était en furie. Il a tiré mon corps hors du kayak. Puis il m'a précipité dans l'un des rapides les plus difficiles du fleuve, celui de Sock and Dog. Les sauveteurs luttent dans le rapide et découvrent le kayak jaune de Baird. Mais son corps n'est plus à l'intérieur. Baird est plus bas, entre les mains d'un autre sauveteur. Je suis resté sous l'eau pendant 6 minutes et 35 secondes. Étais-je mort? C'est une question philosophique. Quand ils m'ont récupéré, ils ont dit que je n'avais plus de pouls, que je ne respirais plus, que j'étais gris, terreux et froid. Après 5 minutes de massage cardiaque, j'ai toussé un peu. Ils ont continué les massages et 5 minutes plus tard, j'ai pu respirer sans assistance.
J'ai été presque mort. Ou bien j'ai été mort, puis je suis revenu à la vie. On voit ça comme on veut. J'ai compris à quel point la vie était précieuse et comme il est important de consacrer son temps à des activités intéressantes et agréables. Je ne supporte plus les rencontres sans intérêt. Ces kayakistes s'élancent près des chutes d'Oceana dans les gorges de Tallulah. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'un parc aquatique. C'est un vrai challenge. Après avoir étudié la situation, l'un des kayakistes décide de faire le grand saut. Il s'est démis l'épaule dans la chute. Mon coude est déboîté. Voilà ce qui arrive quand on ose descendre Oceana, les enfants. Je me suis approché, j'ai glissé, j'ai heurté le trou. Et mon épaule s'est démise. Tu nous parlais de ton coude, là. Non, c'est pas ça. On la remet? Non, non, non. Notre ami est transporté par bateau à l'hôpital le plus proche pour y être soigné. Voici une autre âme courageuse qui a descendu Oceana avec succès. Plus tard dans l'année, elle retente l'aventure. Le fleuve avait l'air un peu plus gros qu'au printemps dernier. Ça semblait mal parti et je me suis dit que j'allais peut-être descendre à pied. Puis j'ai changé d'avis, j'ai mis mon bateau à l'eau et j'y suis allée. Abandonner quand on est à 2 doigts d'aboutir, c'est une décision bien douloureuse à prendre. En tout cas, regardez un peu ce qu'elle a dû affronter. Cette fois-ci, ça s'est beaucoup moins bien passé pour elle. Tout le monde demandait « ça va ?» Il riait et plaisantait parce qu'il pensait que tout allait bien. Mais moi, j'arrivais à peine à parler. J'ai fini par répondre « non, je crois que j'ai les jambes cassées ». J'ai essayé de soulever ma jambe droite, elle était complètement bloquée entre le genou et la cheville. J'étais donc sûre qu'elle était cassée, puis j'ai bougé ma jambe gauche. C'était très bizarre. Alessia a tellement de fractures aux jambes qu'elle ne peut les compter. J'avais 8 fractures. Non, 7. 1, 2, 7 fractures, 3 plaques et une broche. Voilà ce qui arrive quand de simples mortels osent défier les forces de la nature comme les chutes d'Oceana. Le hockey sur glace est un jeu tellement rapide que les accidents sont inévitables. Les palets se déplacent à plus de 160 km/h. Ce sont de véritables petits missiles. Et quand ils viennent frapper une partie de l'anatomie qui n'est pas protégée, ça peut s'avérer très dangereux. Ici, un joueur a été touché au visage. On peut dire qu'il l'a échappé belle. Soutenu par ses camarades, il rejoint les vestiaires à grand-peine. Parfois, les coups sont si violents qu'ils vous assomment. Plus rien ne résiste à cette violence, même les structures construites à cet effet. Les émotions fortes sont garanties et les arbitres savent qu'une faute manquée peut rendre un entraîneur complètement fou. Cet entraîneur pense que l'arbitre a raté une faute évidente. Il propose donc de rendre son équipement. Et offre même ses vêtements, comme pour dire « Prenez ma chemise pendant que vous y êtes ». On pouvait s'y attendre, il est exclu du jeu pour son intervention théâtrale. Il arrive qu'une partie dégénère complètement, non pas à cause de 2 joueurs, mais quand 3 autres s'en mêlent. Il en résulte généralement un chaos total, une mêlée, une bagarre qui vide le banc des joueurs. C'est peut-être un match de 2e division, mais c'est une bagarre de premier choix.
Ce qui se passe le plus souvent, c'est que chacun des joueurs s'en prend à un joueur de l'équipe adverse. Certains restent calmes, d'autres se défoulent. Dans une telle situation, il est difficile de ramener l'ordre. Surtout quand le banc de touche décide de participer. Cet entraîneur doit être littéralement tiré hors de l'arène. Une empoignade en apparence inoffensive peut dégénérer de façon terrifiante, quand les joueurs se mettent à se donner des coups sérieux dans le but de couvrir leurs adversaires de bleu. Les arbitres sont spectateurs. Quand il s'agit de mettre un terme à un conflit, il est déconseillé de faire passer l'un des bagarreurs devant le banc de l'équipe adverse. Voyez plutôt. Une fois ces gars-là séparés, la colère continue de gronder. On comprend donc pourquoi une vitre sépare les supporters de chaque équipe. Surtout quand cette chanson retentit. Aucune montagne ne sera assez haute, aucune vallée assez profonde, aucun fleuve trop large pour m'empêcher de t'atteindre. Voilà comment se passent les choses en hockey sur glace. Et la partie continue dans le même esprit. Dès que l'arbitre a le dos tourné. Sur les circuits de course à travers tout le pays, les gens du cru testent leurs voitures et leurs compétences. Et quand les choses tournent mal, les événements les plus dingues peuvent se produire. Ici, un pilote décide d'affronter un autre pilote qu'il juge responsable de son accident. Il semblerait que ce Mohamed Ali en herbe aime autant se battre que participer à des courses. Mais à présent, observez l'évolution de ce brouhaha. Le numéro 21 envoie son concurrent dans le mur et met sa voiture hors service. Au moment où le 21 quitte les stands, le pilote de la voiture endommagée s'en prend à lui. Alors qu'on n'est pas loin du chaos, un membre de l'équipe du 21 saute sur le capot, un marteau à la main. Geste subtil qui calme instantanément toutes les ardeurs. Bien que tous les regards soient braqués sur lui, l'autre pilote peut finalement quitter la course sans être inquiété. Lors d'une autre course, le numéro 27 et le numéro 69 ne semblent pas vouloir s'ignorer. Ils ne cessent de se rencontrer de la façon la plus étrange. Une petite bosse par-ci, une petite bosse par-là. Après plusieurs rencontres sympathiques de ce genre, qui envoient systématiquement le numéro 27 sur le bas-côté, celui-ci se voit contraint d'abandonner la course. Bien entendu, le numéro 27 se défend, convaincu d'avoir été lésé par le 69. Et que se passe-t-il, à votre avis? Il le poursuit. Lutte dont il ne sort pas davantage victorieux. Alors, la prochaine fois que vous assistez à une course automobile aux États-Unis, n'oubliez pas que c'est comme au hockey. Parfois, la colère gronde et on en a vraiment pour son argent. Au Mexique, le football est une affaire sérieuse. Alors, quand ce joueur a reçu un coup de genou dans le dos, ça a déclenché une bagarre. On aperçoit la police anti-émeute sur le terrain, preuve que les incidents sont souvent prévisibles. L'arbitre finit par maîtriser la situation en distribuant des cartons rouges aux joueurs qui, selon lui, le méritent. Un carton rouge signifie une exclusion du match. Les joueurs ne prennent pas ça à la légère.
Avant de quitter le terrain, le gardien a quelques mots bien sentis pour les supporters de l'équipe adverse. Malheureusement, ce n'est que le début d'une scène horrible. Les joueurs des deux équipes avancent sur le terrain. Le calme semble vouloir revenir, mais une seule violence suffit à provoquer une réaction en chaîne. Et voilà. Le jeu reprend, mais pas avant que plusieurs joueurs aient été exclus. Le nom de cette vague au large des côtes d'Hawaï est Jaws. C'est une vague incroyable qui permet aux windsurfers de connaître le ride de leur vie, à condition qu'ils y survivent, bien sûr. Robert est prêt à essayer. J'essaie de surfer Jaws depuis 2 ans et à chaque fois je la rate. La vague arrive une semaine ou quelques jours après mon départ. Mais cette fois-ci c'est la bonne. Le moment est venu d'y aller. Un célèbre proverbe conseille « Soyez prudent face à vos désirs ». La vague m'a propulsé à 10 mètres de haut, mais le vent était de l'autre côté et je me suis fait retourner. Ça va tellement vite. J'ai reçu le wishbone en plein dans les côtes. J'en ai eu 2 de cassés, ce qui n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Voici un gars qui a 2 côtes cassées et qui fait ce que n'importe qui ferait à sa place. Il essaie à nouveau et à nouveau il échoue. Mais ce n'est pas tout. Je suis resté en l'air 2 ou 3 secondes et j'ai senti quelque chose qui sortait. C'était ma côte. Là, j'ai vraiment commencé à souffrir. Mais j'avais une telle bouffée d'adrénaline que je me suis convaincu d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit, c'est bon, je vais en prendre une autre. Avec 2 côtes cassées une première fois, puis une deuxième fois, est-il possible de prendre un 3e break ? Je ne pouvais plus respirer. 3 tentatives et on sort. Mais il retentera. Aucun doute. Oui, j'adore ce genre de choses. C'est comme quand on me dit que je ne peux pas y arriver. Ça me plaît de prouver le contraire. J'en reviendrai. Parfois, quand les surfeurs trouvent la vague parfaite, le coût est supérieur au bénéfice. Non que ce type-là ait réalisé une étude coût-bénéfice. Ça, c'est le boulot des banquiers. Lui s'est fait heurter par une planche errante. Mais il tient bon. Quant à son nez, s'il n'en était pas content, c'est le moment ou jamais d'en changer. Il a pris un direct du droit et ça fait mal. Regardez une fois encore. Totalement inattendu, totalement inévitable et totalement douloureux. Quand il s'agit de risquer sa vie, personne n'est plus doué que ces types-là. Attention, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais plutôt des types comme Aaron McGovern, qui a appris ce qui peut arriver aux skieurs les plus chevronnés dans les montagnes escarpées d'Alaska. McGovern s'apprêtait à tracer son sillon. Il a sauté de ce rocher de 1,80 m. Il a écrasé la mince couche de neige qui recouvrait ce bloc de glace très dur, puis a commencé à faire des tonneaux. Je n'ai jamais rien vu de plus dingue. Il descend en roulant, en roulant, en roulant, en roulant encore. McGovern décrit ce que cela fait de descendre en chute libre sur des dizaines de mètres.
Quand on passe cul par-dessus tête 15 fois de suite, on a l'impression de surfer dans les grosses vagues, ou bien d'être tenu par quelqu'un qui vous fait tourner, tourner et tourner encore. On ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. À chaque fois que vous prenez un coup, vous espérez simplement que vous allez pouvoir vous détendre et que rien de grave ne va arriver avant que vous ne puissiez ralentir et vous reposer. Puis ça se termine. Et là, vous êtes tellement épuisé que vous ne pouvez presque plus bouger. Mais grâce à la bouffée d'adrénaline, vous arrivez à vous relever. Lors de cette chute, j'en ai été quitte pour une blessure d'amour-propre, une cheville foulée et des élongations au genou. Mais j'ai eu de la chance. Oui, ça a été l'une de mes chutes les plus spectaculaires. Poum, 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 jusqu'en bas. Les reliefs arides situés à l'est de San Diego offrent un autre genre de sensation forte à ces passionnés de VTT que sont Miles Todd et Bill Porter. On fait des excursions pour le plaisir. Moi, j'aime bien filmer, surtout quand c'est une nouvelle randonnée, pour en garder une trace. Par cette belle journée, le paysage du Carrizo Canyon est splendide. À 99%, cette excursion ne présente pas de difficultés techniques. Il y a juste des cactus sur le côté, c'est une petite promenade vivifiante. Si seulement ces quelques aiguilles de cactus constituaient le plus grand danger de la promenade. Technique ou non, la piste reste étroite. On était en train de monter, on avait presque terminé notre boucle. Cette section-là de la piste est particulièrement dangereuse et étroite, et l'un des points était très érodé. C'était la première fois que je venais là. On s'est donc arrêté pour observer, j'ai bien regardé, et je ne le sentais pas ce jour-là. J'ai donc fait ce morceau de piste à pied. Je me suis arrêté loin devant lui et je m'apprêtais à le filmer quand il est arrivé. Je suis arrivé et je me suis arrêté, parce que ça me semblait un peu dangereux. Tu parles d'un sale truc, Miles. Fais attention, hein, c'est vraiment... Mon Dieu. Un silence de mort régnait dans tout le canyon. Je n'allais pas assez vite. Ma roue avant a heurté un rocher, ce qui m'a arrêté net. J'ai posé pied à terre et le bord de la piste s'est effondré sous mon poids. Et j'ai dévissé. Je n'ai pas eu vraiment peur. Je me suis simplement dit que j'allais mourir. J'avais mal. Je suis tombé dans les rochers et j'ai rebondi plusieurs fois. J'essayais d'attraper n'importe quoi pour arrêter ma chute. Je me suis cassé cet os de la main, ce métacarpe. Et je me suis foulé le poignet, ce qui a été la blessure la plus difficile à guérir. J'ai aussi eu un tas de coupures et de cicatrices sur le corps. Nous avons pris quelques photos pour comprendre ce qui s'était passé. Des gens ont dit « Pourquoi cet homme sourit-il après ça ?» La réponse était « Je suis simplement heureux d'être en vie. Je suis le plus chanceux des hommes. » Les villages pittoresques des Alpes suisses, accessibles uniquement par voie ferrée et entourés de sommets majestueux, offrent de merveilleuses opportunités de pratiquer le ski et bien d'autres activités de plein air comme le base jump. J'ai fait une excursion en Suisse où nous avions programmé ce saut. C'est au sud-est de la Suisse, dans une vallée qui est un célèbre site de base jump. Nous sommes allés à un point spécial situé à environ 365 mètres au-dessus du fond de la vallée. 5, 4, 3, 2, 1. À tout à l'heure. Quelque chose n'allait pas, je me demandais ce qui se passait. Ce qui se passait, Canyon Salo se dirigeait droit vers les arbres. Pas tout à fait son site d'atterrissage préféré. J'ai tout de suite pensé que je devais prévenir ma petite amie, Jill, que tout allait bien, parce qu'elle était dans la vallée en train de me regarder. J'étais sûr qu'elle se demandait si tout allait bien quand elle m'a vu disparaître en haut de ces arbres. Si j'étais vivant ou mort ou blessé. J'ai donc sorti la radio de ma poche, je l'ai appelée et j'ai dit « Jill !» Ça va?
Ça va, tout va bien, je suis dans un arbre. Je me suis mis à rire parce que j'ai compris que je n'étais pas blessé. Tout allait bien, je n'avais pas un os de cassé, pas d'éraflure, je n'étais pas mort. La corde de Kenyon s'était entortillée et avait entravé son vol. J'ai atterri dans les arbres. Des tas de gens sont gravement blessés ou meurent quand les cordes de leur voilure s'entortillent comme ça m'est arrivé et ils sont ramenés vers la falaise. Je dois la chance de ne pas avoir heurté la falaise et d'avoir survécu. Tu penses à quoi, Collins? À mon saut au-dessus de la rivière. Elle te va, la piste d'élan? Pas encore, j'espère que ça ira avant qu'on se lance. Mais il reste beaucoup de travail. Je voulais absolument sauter au-dessus d'un fleuve. Pour commencer, on a construit la rampe qu'il faudrait pour sauter au-dessus d'une rivière. Un saut à ski de 24 mètres dans les confins sauvages de la Colombie-Britannique. Pour rendre cela possible, il y a beaucoup de travail à accomplir. Une rampe de décollage et une rampe d'atterrissage étaient nécessaires. La vitesse est un élément crucial. Il leur fallait donc supprimer tout obstacle sur le chemin du sauteur. C'est probablement le plus difficile, ça ne fait aucun doute. C'est le saut le plus difficile qui m'ait été donné de voir. Au point où nous en sommes, nous ne savons pas si nous pourrons prendre assez de vitesse. Nous allons donc fabriquer une piste, un grand tas de neige, et je m'élancerai de là. L'installation devait être orientée vers la gauche pour passer au-dessus du fleuve, puis j'ai coupé la piste et j'ai essayé d'obtenir un peu plus de vitesse pour franchir le fleuve. Le choc a été assez terrible. Je savais que j'allais rentrer dans cette paroi. Dans ce cas, on prépare son corps. Mais on n'est jamais vraiment prêt pour un truc comme ça. Quand je suis rentré dans le mur, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal et par chance, je me suis pas retrouvé dans l'eau. Je me suis juste retrouvé allongé à la base de la rampe d'atterrissage que nous avions construite. Je me suis tassé 2 vertèbres et je m'en suis fracturé une en bas du dos. Peut-être en étais-je arrivé au point où j'étais devenu trop sûr de moi. C'est sans doute une chance que ça ne soit arrivé avant que je me tue. Cette camionnette va être transformée. Ça va être dur. Il y a de la poussière qui tombe. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça aujourd'hui? On va essayer de transformer le van en rampe pour réaliser un tremplin mobile. Une piste sera fixée à l'avant et une piste d'atterrissage à l'arrière. Peut-être avez-vous des difficultés à visualiser ce dont il parle, mais vous allez bientôt vous en faire une idée précise. Voici la rampe à l'avant. Il veut essayer de me tuer, regardez-moi ça. Et voici le type qui va utiliser la rampe. Il y a des gars qui n'ont rien à faire. C'est cool. C'est dingue. Alors on en est où? Il est terminé. Le van rampe est prêt à l'action, notre cascadeur aussi. Mais ça ne marche pas comme il voulait. Il se blesse gravement et ses collègues ont une décision à prendre. On appelle l'ambulance? Oui, appelle l'ambulance. Oui, tout de suite. Mon dos. Une ambulance arrive et les médecins s'occupent de ses chevilles boursouflées. C'était une mauvaise chute. Il s'est envolé à 7,50 m pour retomber lourdement sur ses chevilles et sa hanche gauche. Il a le poignet et le dos cassés et les 2 chevilles pulvérisées. La rééducation sera longue et douloureuse. Vous allez sans doute trouver totalement mortifiantes les épreuves qu'affrontent ces gars. Ces cow-boys se font balancer, piétiner, massacrer et assommer. C'est une bien étrange façon de gagner sa vie.
On risque sans cesse de se faire encorner. Les plus chanceux parviennent à s'échapper en rampant et s'en tirent avec des blessures mineures. Les malchanceux finissent en réanimation. Ces types s'accrochent à la vie. Mais c'est parfois impossible, surtout sans les mains. Celui-ci se fait éjecter à 3 mètres. Ce cow-boy écope d'un sérieux mal de dos, sans omettre divers autres désagréments. Mais toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises. Voici un gagnant qui non seulement s'en tire sans blessure, mais en plus réussit à sourire. Les portes s'ouvrent et il s'élance. Lorsque l'on chevauche une bête de 500 kg qui court à plus de 60 km/h, la moindre anicroche peut s'avérer catastrophique. À Victoria, en Australie, une course vire au cauchemar lorsque le cheval qui est en deuxième position chute pendant le dernier tour. Dernier tour, à 350 mètres de l'arrivée, Cap Kennedy à 3/4 de longueur d'avance. Oh, Cap Steter est à terre, une terrible chute, 3, 4, 5 chevaux à terre. Cap Kennedy tenait bien la course. Le cheval qui occupait la deuxième place a été projeté sur les talons du premier par une puissante rafale de vent. C'est alors une réaction en chaîne. 5 chevaux se retrouvent au tapis et avec eux leur jockey. L'un des jockeys a un bras cassé, un autre une main cassée, un troisième une côte cassée, le quatrième un traumatisme crânien et le cinquième est indemne. Victoire de Cap Kennedy donc et une terrible chute. En Grande-Bretagne, certaines courses de moto ont lieu sur de petites pistes en terre. Ce pauvre gars fait une terrible chute, mais se relève. Vous imaginez ce qui rend ce sport si dangereux. Les virages serrés dans la boue sont un défi aux meilleurs pilotes. Les blessures sont hélas monnaie courante. Lorsque le peloton est si serré, les collisions font partie du jeu. Et parfois, elles sont terribles. Après sa chute, ce pilote manque de se faire rouler dessus par une autre moto. Et voici une autre collision, où le pilote se retrouve cul par-dessus tête et se fait rouler dessus par sa propre moto. Oui, c'est un jeu dangereux, mais la plupart du temps, les pilotes s'en sortent et poursuivent leur chemin jusqu'à la course suivante. Un club de motards organise une petite récréation dans les rues. Il s'agit de trouver une route de traverse où le trafic soit presque nul pour s'adonner à leur passion. Mais comme dans n'importe quelle activité sportive qui fait intervenir de puissantes mécaniques, parfois les choses dégénèrent. Dans la fumée et les étincelles, ce motard est éjecté de sa monture sous les regards horrifiés des spectateurs. Il se précipite à son secours en espérant une issue heureuse. Ça va? Ouais, ça va. Ta moto est morte, faudra la transporter. Je me souviens pas de ce qui s'est passé. C'est un wheeling qui a mal tourné. Il a été éjecté de sa moto assez violemment, mais ça va.
La prochaine fois, il fera attention aux panneaux. À Bonneville, il n'y a pas de panneau, mais c'est ce qui fait son charme. Cette manifestation s'appelle Bonneville World Finals et le pilote, Alan Rice, va s'attaquer au record de sa catégorie. Il va tenter d'atteindre 337 km/h. 2 km pour atteindre 220 km/h. La voiture de Rice a une ligne étrange. En fait, elle est fabriquée à partir du fuselage d'un petit avion. Mais voici qu'elle se met à vibrer. 304 km/h. Quelque chose cloche. Il est maintenant à 311 km/h. Je vais me planter. C'était de plus en plus violent. Et quand j'ai senti les commandes dures, comme s'il allait se mettre en vrille, le volant est devenu incontrôlable. J'ai essayé de tenir bon, il a gigoté 2 ou 3 fois, et j'espérais que ce serait tout. Puis j'ai senti partir, et je me suis dit, oh là 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 là. Rice atteindra la vitesse de 318 km/h. Mais il quitte la compétition avec le sourire aux lèvres. On ne sait pas qui c'est, mais je pense que c'est Spooky, bateau numéro 004. De nos jours, les bateaux de course sont équipés de matériel de sécurité dernier cri. Il y a peu encore, les pilotes pouvaient être violemment éjectés. Cette course, à Lake Irvine, en Californie, est un cas d'école. Le pilote et son bateau se retrouvent tête en bas. Puis claqués à la surface de l'eau. Le pilote n'a que de légères blessures. Les spectateurs en ont eu pour leur argent ce jour-là. Voyez plutôt. Le pilote passe par-dessus bord et tombe dans le lac. Une fois éjecté, il s'aperçoit que le bateau revient vers lui. À la dernière seconde, il parvient à éviter l'horrible accident. Sur la Salmon River, dans l'Idaho, les bateaux de course remontent le courant et ne peuvent parfois éviter les rochers qui affleurent à la surface. Après analyse de la situation, les pilotes parviennent à dégager le bateau des rochers et à poursuivre la course. Puis un autre bateau pénètre sur ce tronçon de la rivière. Il rencontre un rapide et se fait emporter par le courant en marche arrière. Pour les pilotes, il n'y a plus guère de possibilités. Le bateau a perdu de la puissance et va bientôt se retrouver à la merci de cette maudite Salmon River. Mais ils ne veulent pas le perdre. C'est un peu comme s'ils avaient une jambe sur le quai et une autre sur un navire en train d'appareiller. Il faut faire un choix.